l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le vin est-il un produit comme un autre sur lequel on peut communiquer, que l'on peut vendre comme un autre ? Et si l'on associe souvent le marketing aux grandes marques, aux grandes campagnes de communication, le monde du vin peut-il lui aussi s'emparer de ces outils ? Autrement dit, le marketing peut-il aider le vin à se positionner comme un objet de désir ? Un épisode comme une masterclass sur le marketing pour les acteurs du monde du vin avec Marie Mascret. Marie, la thématique de cet épisode est issue d'une conférence que tu as tenue sur Wine Paris 2025. Pourquoi est-ce qu'il t'a semblé nécessaire de prendre la parole sur ce sujet lors de cette édition du salon ? Alors l'idée de cette conférence, l'idée de ce sujet vient évidemment du constat qu'on fait tous et dont on lit les chiffres dans les médias de la baisse drastique de consommation de vin en France et pas uniquement ces dernières années. On est vraiment passé d'un vin produit alimentaire à un vin produit plaisir, mais avec une baisse de la consommation pour plein de raisons qu'on a déjà analysées, y compris dans ces podcasts. Le monde du vin donc souffre aujourd'hui. La question c'est donc de se dire est-ce que le marketing peut sauver le monde du vin ? C'est peut-être une question légitime à se poser quand on est une agence conseil en marketing, de se demander si ce qu'on fait au quotidien est utile. Ça fait bientôt 20 ans que chez So Wine nous contribuons à aider les acteurs du monde du vin et des spiritueux à développer leurs marques, à créer des marques fortes, à travailler leur notoriété, leur image, leur valeur perçue. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le monde a changé, donc on consomme moins de vin, le vin, il est plus compliqué à vendre, et puis le consommateur, il est plus averti, plus attentif, plus exigeant. Et parmi donc nos constats, il y a le fait que contrairement à d'autres produits de consommation, le monde du vin, il n'a pas réussi à se rendre indispensable. L'imaginaire autour du vin, il a peu à peu décliné. Donc en un mot, le vin, effectivement, n'a pas réussi à se rendre suffisamment désirable. Et donc sur ce point-là, le marketing peut aider. Et est-ce que tu penses que des marques fortes peuvent exister dans le monde du vin ? Alors effectivement, par marque forte, par grande marque, on entend souvent des marques puissantes dominant les marchés internationaux. Et à première vue, il n'y en a pas tant que ça dans le monde du vin. C'est souvent des marques qui ont les moyens financiers de communiquer, d'innover. On assimile d'ailleurs souvent le pouvoir de la marque à des moyens marketing conséquents qui vont se voir par les moyens de communication qui sont déployés, en particulier sur des campagnes de communication mondiale. Et donc, est-ce que ce marketing il s'applique qu'aux grandes marques ? Et est-ce que le marketing veut forcément dire grande campagne ? Pas forcément, on va le voir dans ce podcast. Est-ce que des marques fortes peuvent exister dans le monde du vin ? Oui, il y en a. Parmi elles, je pourrais citer par exemple la marque Gallo, la marque Yellowtail, la marque Torres. Gallo, c'est le plus grand producteur mondial de vin. Il représente à lui seul 3% de la production annuelle internationale, avec 1 milliard de bouteilles par an. Yellowtail, c'est la marque préférée des consommateurs pour la 5e année consécutive, d'après une étude Wine Intelligence qui a été menée dans 25 marchés clés du vin. Et puis Torres, c'est la marque la plus admirée des professionnels pour la 7e fois, d'après le classement de Drinks International, qui a été effectué par un jury d'experts. Donc indéniablement, le marketing permet de créer de la notoriété, ça permet de créer des produits adaptés aux besoins des consommateurs, de créer de la préférence, de créer une image, une réputation. Et il y a des grandes marques dans le monde du vin, il y en a aussi en France, je vais en citer quelques-unes tout à l'heure. Simplement, le monde du vin est quand même un monde assez particulier. Et pour cette raison-là, on n'a pas que des grandes marques, on a aussi une multitude d'acteurs et une multitude de petites marques. Et quelles sont les réalités structurelles du marché auxquelles le marketing pourrait répondre ? Alors effectivement, il se trouve que le secteur du vin, et surtout en France d'ailleurs, fait face à un certain nombre de réalités structurelles qui ont empêché l'émergence de ces très grandes marques. Parmi elles, on peut citer l'atomisation et la régionalisation du marché, avec entre autres conséquences un nombre restreint de grands acteurs en capacité donc d'investir et de stimuler le marché. Pour la France, pour donner une idée, on a un maillage très important d'acteurs puisqu'on a jusqu'à 59 000 exploitations viticoles, donc près de 60 000 exploitations, qui se partagent 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est un marché qui est extrêmement morcelé. Autre particularité, on peut citer la séparation entre la production d'un côté et la vente de l'autre. Il y a finalement quasiment pas de marques de vin qui ont des boutiques en propre. Ça pose la question du lien entre le producteur et son consommateur. Est-ce que le producteur connaît son consommateur ? Est-ce qu'il sait à qui il vend ? Et est-ce qu'il est en capacité d'adresser correctement sa cible et de la comprendre ? Alors que finalement, il n'a plus de contact avec elle, plus de contact direct, en tout cas, à part peut-être sur les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui le seul espace avec lequel on peut maintenir ce lien direct. Et puis, troisième particularité, et non des moindres, le budget marketing des acteurs du monde du vin, il est historiquement en dessous de celui de tous les autres secteurs, y compris les biens de consommation. Et pour pouvoir se développer, pour pouvoir développer des marques, il faut du budget marketing. Donc, tous acteurs confondus dans le secteur du vin, les budgets marketing qu'on observe en général, ils se situent entre 1 et 5% du chiffre d'affaires des opérateurs. Quand on parle des autres secteurs, quand on parle des PME et des groupes, en général, on est entre 5 et 10%. Et quand on parle de start-up, là, on est vraiment avec des budgets marketing plus importants, entre 10 et 20%. Mais le monde du vin est vraiment en sous-investissement marketing. Et quels sont les grands défis auxquels sont confrontées les marques de vin ?
Alors, parmi les grands défis, on a le défi de la déconsommation. D'abord, c'est la conséquence de plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer le pouvoir d'achat contraint. Un pouvoir d'achat donc, qui est contraint au détriment des consommations qui sont considérées comme non essentielles. Autre élément, la fragmentation des repas qui ne favorise pas forcément une consommation conviviale. Et puis un vieillissement de la population avec la disparition progressive d'une génération qui était consommatrice de vin et qui n'est pas assez remplacée par les nouvelles générations qui, elles, consomment un peu de vin, mais surtout beaucoup d'autres choses. Autre défi, le défi du changement culturel. Dans le rapport que les consommateurs ont vis-à-vis de l'alcool, on a une plus grande considération des effets néfastes de l'alcool, qui entraîne donc un effet de modération. On a aussi une génération qui est née avec les réseaux sociaux, qui n'a pas forcément envie de se retrouver systématiquement sur les réseaux sociaux en photo avec ces effets néfastes de l'alcool visibles. Et puis une génération qui a grandi avec des parents qui sans doute buvaient du vin et qui sans doute, cette génération-là, se construit par opposition et ne veut pas forcément faire comme ses parents. On a aussi une société qui est plus multiculturelle, donc qui ne donne plus forcément une place aussi centrale aux produits vins. Et puis plus de transmission de vin, car le contexte ne s'y prête plus. Je parlais tout à l'heure du repas qui est plus fragmenté. On est effectivement beaucoup moins dans des contextes de repas familiaux pris à table pendant plusieurs heures le dimanche avec le partage de la bouteille de vin et l'explication du grand-père ou du père à ses enfants de quel est le vin qu'on est en train de déguster. Et puis, troisième défi, le défi de la concurrence accrue avec de plus en plus d'alternatives. Il y a une explosion du nombre de marques d'alcool, un boom des brasseries artisanales, un boom des ouvertures de distilleries qui viennent concurrencer les producteurs de vin. On a aussi toutes les boissons fonctionnelles qui ont vu le jour, qui, elles, vantent vraiment les bienfaits qu'elles apportent à ceux qui les consomment. Et donc, sont là, pour le coup, vraiment des concurrents du monde du vin. Et puis, on a aussi un marché viticole, tout simplement, qui est devenu mondial avec une concurrence qui se fait autant sur les marchés intérieurs qu'à l'export. Et on avait déjà parlé ensemble des codes du vin dans un précédent épisode. Est-ce que le marketing peut aider les marques de vin à se réemparer de ses propres codes? Et si oui, sous quels aspects? Alors effectivement, le monde du vin a la chance d'avoir un certain nombre d'attributs, de codes que d'autres secteurs se font une joie de copier, d'imiter, ou en tout cas dont ils s'inspirent. Et ça, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que le monde du vin a ces codes-là et que le marketing, effectivement, peut aider le monde du vin à se resingulariser, à se réattribuer ses propres codes, à les mettre en valeur. Parmi ces codes, on peut donner comme exemple les marques de café qui vont mettre en avant leurs assemblages, qui vont mettre en avant sur leur packaging les notes de dégustation. On peut citer des chocolatiers qui se revendiquent chocolatiers récoltants avec une dimension rassurante sur le contrôle qualité, l'expression de l'origine et du territoire. On peut citer également des producteurs de jus de fruits qui vont communiquer sur la variété des fruits qui sont dans la bouteille, pas uniquement abricots, mais quel type d'abricot est dans la bouteille. Et puis, on peut citer également des marques de thé. Je pense à Palais des Thés qui a créé sa propre école pour partager son expertise et qui crée ses propres rituels de découverte des thés, comme on peut le faire dans le vin avec des tea masters sommeliers ou d'autres marques de thé qui se sont lancées avec des packagings qui sont complètement inspirés des marques de vin avec une bouteille qui ressemble à la bouteille de vin et qui plus est, qui sont des thés qui sont proposés en particulier dans la grande gastronomie, dans les restaurants étoilés, en accord mets et vin, donc mets et thé pour le coup. Et donc, effectivement, le vin, aujourd'hui, a besoin de se réapproprier ses codes. On parle de terroir, on parle de passion, on parle d'artisanat, on parle d'hommes et de femmes qui font leurs produits, qui mettent vraiment tout leur cœur. On parle d'origine, on parle de géographie, on parle de lieux magnifiques, on parle de savoir-faire, évidemment, de tradition, d'authenticité. Ça, c'est autant de codes qui parlent au consommateur final, mais que le vin, aujourd'hui, ne sait pas suffisamment mettre en avant. Ce sont vraiment des éléments qui rendent la marque désirable, qui rendent le produit désirable. Le consommateur, il va pas uniquement vouloir acheter un produit, il veut aussi acheter toute cette histoire, tous ces contenus, tout ce storytelling. Et ça, c'est le rôle du marketing que d'aider le vin à le mettre en avant. Et en quoi penses-tu que le marketing peut aider le monde du vin à répondre aux mutations de la société? En commençant d'abord par répondre à une question toute simple, c'est qu'est-ce que veut mon consommateur? En apprenant à connaître sa cible, en apprenant à comprendre les attentes du consommateur final, on aidera effectivement le monde du vin à mieux s'adresser à cette cible, à lui proposer des produits dont la cible a envie. Alors, chez SoWine, on a développé il y a quelques années un outil qui s'appelle les SoWine Trends, qui analyse les tendances de consommation au niveau mondial. Pas les tendances du vin et des spiritueux, c'est vraiment des tendances sociétales globales et qui ensuite se pose la question de dire comment est-ce que moi, producteur de vin, je peux m'inscrire dans ces tendances pour répondre à une attente du consommateur. Parmi ces tendances, je peux en citer quelques-unes. On va citer l'authenticité, par exemple. Par authenticité, on entend la qualité de tout ce qui est authentique, vrai. L'authenticité, c'est la vertu par laquelle un individu va vouloir exprimer avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. Et dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est de plus en plus complexe, le consommateur, il cherche à se raccrocher à des valeurs sûres, à des produits sincères, avec une qualité qui est tangible, des produits qui sont porteurs de l'identité d'un lieu, d'un savoir-faire, d'une relation directe avec les producteurs.
Et ça, en plus, chance pour le monde du vin, c'est toute génération confondue. L'ensemble des générations a besoin de cette authenticité-là, et le monde du vin peut y répondre avec beaucoup de sincérité. Autre attente, autre tendance de consommation, la transparence. Dans un monde où on a parfois du mal à distinguer le vrai du faux, la vraie news de la fake news, dans un monde d'ailleurs aussi où le consommateur a souvent eu l'impression qu'on lui mentait, et en particulier dans le monde alimentaire. J'en veux pour preuve les nombreux scandales alimentaires qui ont été mis au jour ces dernières années. Le consommateur, il est de plus en plus en recherche de confiance et de preuves. Il veut savoir ce qu'il y a derrière l'étiquette. Et là aussi, le vin peut raconter des histoires en toute transparence. Autre grande attente, la responsabilité, que ce soit de la vigne au verre ou à l'assiette, cette responsabilité, elle s'étend. Et le consommateur, il attend maintenant des petites et des grandes entreprises qu'elles prennent parfois le relais des pouvoirs publics sur des causes sociales et environnementales. Et le monde du vin peut répondre à cette attente-là, clairement. Pendant longtemps, les marques de vin se sont focalisées sur le pack et sur le bio, ce qui était relativement simple. Aujourd'hui, elles ont plutôt intérêt à rendre l'ensemble de la chaîne de valeur vertueuse en repensant leur manière de produire, de commercialiser et d'utiliser leurs produits. Il y a certaines marques qui bousculent leur communication pour inciter leurs clients et d'autres marques à s'engager à leur tour. Et ça, c'est important. Et le monde du vin peut également s'engager dans ces voies-là. Une autre attente, c'est celle de la simplicité. Et face à un sentiment parfois d'être submergé d'informations et d'injonctions, le consommateur a envie de se reconnecter à soi, à ses proches, à des histoires connues. La simplicité, ça passe aussi par un parcours d'achat qui va être efficace, où tous les besoins sont anticipés, on rend les informations claires, on est sur des systèmes de vente omnicanaux. Il faut, je crois, déconstruire l'idée que le vin, c'est compliqué. Rendre les choses plus simples, c'est aussi répondre à cette attente du consommateur qui n'a pas forcément envie d'être dans une forme de prise de tête, qui a envie de pouvoir déguster et apprécier simplement le vin sans que ce soit trop compliqué pour lui. Et puis, cette simplicité, elle nous amène naturellement à une autre attente qui est celle de l'hédonisme. Cette envie du consommateur de reconquérir des espaces de liberté où il va pouvoir explorer, exprimer sa créativité. L'hédonisme, c'est aussi recultiver le plaisir, voir de beaux objets, vivre des expériences esthétiques, vivre des expériences tout court d'ailleurs, retrouver de l'optimisme. Et là aussi, le monde du vin, en particulier avec le no-tourisme, mais pas que, peut proposer beaucoup de choses au consommateur final. Et puis, ça m'amène à une dernière attente des consommateurs, qui est la rencontre. Le fait de recréer du lien, c'est quelque chose qui devient de plus en plus pressant et important pour beaucoup de consommateurs, au moment où la société paraît, pour certains Français en tout cas, de plus en plus fracturée. On le voit au travers du retour des clubs passion, qu'on va jouer aux échecs, on va faire de l'escalade avec ses amis, on va faire du running avec ses amis pour rencontrer des gens et pour en voir. On va aimer particulièrement certains événements fédérateurs. Les JO de l'été dernier sont la meilleure preuve. Tout aujourd'hui peut être fait pour provoquer la rencontre. En tout cas, c'est une attente du consommateur. Il est en recherche de ça. Et le monde du vin est quand même un monde convivial, s'il en est, qui doit permettre de répondre à cette attente. Et selon toi, comment le marketing peut-il s'emparer de toutes ces mutations de la société pour rendre le vin désirable ? Alors, pour rendre une marque désirable, on peut identifier un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'ingrédients qui vont aider les marques. J'en ai identifié 6 qui sont des réponses aux attentes consommateurs que je citais précédemment. C'est pas une liste exhaustive, mais ça peut déjà donner quelques points d'inspiration. D'abord, en réponse aux besoins d'authenticité, on a la culture. La culture, c'est la capacité de la marque à communiquer son histoire et sa vision à travers ses propres langages, ses propres codes, ses propres références, en développant donc sa propre culture, tout en créant de la cohérence. Et plus la marque est capable de créer un contenu, un discours de marque dans lequel on va se reconnaître pour faire communauté, plus elle sera impactante, plus elle sera comprise, appropriable et appropriée. Parmi les exemples, on peut citer l'exemple de la marque Veuve Clicquot, donc une marque de champagne, qui a su créer un environnement culturel autour de la marque Veuve Clicquot. C'est plus uniquement du champagne, c'est tout un tas d'éléments culturels. Ça va être des podcasts, ça va être tout son travail autour des femmes d'affaires, ça va être tout son programme Bold, qui sont effectivement des éléments culturels forts, qui font qu'on se reconnaît globalement dans la communauté des amateurs de Veuve Clicquot, plus uniquement parmi les amateurs du champagne Veuve Clicquot, mais aussi de son environnement culturel. En réponse aux besoins de transparence, deuxième ingrédient, la qualité. Alors la qualité, c'est évidemment non discutable, c'est incontournable, c'est la qualité du produit final, mais c'est aussi la maîtrise de la marque sur l'ensemble de ses points de contact avec son consommateur. C'est montrer qu'on est expert de son métier, de son produit, mais aussi qu'on est expert sur la manière dont on prend la parole et dont on crée le lien et dont on crée un lien émotionnel avec le consommateur final, et montrer qu'on a cette capacité à être qualitatif à tous les niveaux. Ça participe aussi à la perception de qualité supérieure des produits. Donc la qualité intrinsèque, c'est la base, mais c'est aussi la qualité du faire savoir sur son savoir-faire qui est importante. Troisième élément de réponse, en réponse aux besoins de responsabilité, la contribution. La contribution, c'est la capacité de la marque à impliquer ses clients et ses partenaires pour pouvoir répondre collectivement, efficacement à des défis plus globaux.
Parmi les exemples, je peux citer l'exemple de Pamperché, qui est une marque de vin, qui est une marque associative, en tout cas qui a pour ambition de concilier le beau, le bon et le bien. Donc ça fait partie du groupe SOS. Je vous invite à aller regarder leur site internet. C'est intéressant de regarder la manière dont ils communiquent et dont ils voient l'élaboration de leurs produits. Et puis autre exemple, les vins élaborés par la coopérative de Tutiac, qui a effectivement tout un discours autour de cette dimension collaborative, de cette contribution. Et en particulier la cuvée Les 18 Bisous qui a été élaborée par 18 nouveaux vignerons fraîchement arrivés au sein de la coopérative. En réponse aux besoins de simplicité, on a la sélectivité. Alors, sélectivité, ça peut être une sélectivité exclusive ou démocratique. C'est la capacité de la marque à comprendre ses consommateurs et à développer un lien avec une cible spécifique qui partage ses valeurs. Ça peut être l'exemple, par exemple, de la Chartreuse, qui, elle, a décidé de produire moins, qui, à un moment donné, a annoncé que continuer à produire toujours davantage, ça mettait en péril la biodiversité et leur environnement. Donc, il a décidé de produire moins et de s'adresser vraiment à une niche de consommateurs qui sont prêts à acheter la Chartreuse, même en sachant que finalement, il y en a peu. Donc, c'est vraiment de la sélectivité, pour le coup, exclusive. Et puis l'autre exemple, c'est les vins du Muscadet, qui ont une vraie capacité à susciter l'intérêt autour de leurs produits, en partant d'un postulat tout simple, qui était de dire si l'ensemble des consommateurs de vin en France, lorsqu'ils achètent ou lorsqu'ils prennent et choisissent au restaurant des produits de la mer, que ce soit des crustacés ou que ce soit des poissons, savaient que le meilleur vin en association mets et vins avec ces produits-là, ce sont les vins du Muscadet, déjà on pourrait vendre un certain nombre de bouteilles de Muscadet. Et partant de ce postulat tout simple, ils ont développé toute une plateforme de marque autour de l'eau, autour de l'océan plus exactement. Et ça, c'est une manière très démocratique finalement de faire savoir, de faire connaître son produit, mais finalement en étant très dans la sélection de la cible à laquelle on veut s'adresser. Et plus on est précis, plus on est efficace. En réponse aux besoins d'hédonisme, on va avoir l'émotion. L'émotion, c'est la capacité d'une marque à faire vivre des expériences positives, des expériences qui vont marquer les esprits, qui vont permettre de construire un lien durable. Ce lien durable peut s'inscrire donc dans la durée. Je prends l'exemple de toutes les séries limitées qui vont sortir chaque année avec un vrai rendez-vous qui devient un moment attendu par les consommateurs. L'exemple, par exemple, de la maison de champagne Boiselle qui, depuis 25 ans, édite à chaque fin d'année une édition limitée avec un artiste. Et ça fait 25 ans que ça dure. Donc, en fin d'année, on a envie d'acheter son Boiselle By pour avoir sa collection. Autre exemple avec les Beaujolais nouveaux, par exemple, qui sont aussi un rendez-vous et qui proposent des expériences positives, qui ont une prise de parole très impactante ces dernières années autour de la prise de parole des vignerons qui racontent leur quotidien, qui racontent leur amour pour le Beaujolais et qui donnent vraiment envie de vivre cette expérience-là, d'aller les voir, d'aller les rencontrer et de déguster les vins du Beaujolais. En réponse aux besoins de rencontre, tout simplement, on a l'incarnation, c'est la capacité de la marque à être représentée par des personnes qui sont reconnaissables et reconnues, qui vont la rendre crédible, qui vont la rendre vivante, qui portent son histoire, sa culture, ses valeurs. L'incarnation, ça passe par des personnes. On peut citer l'exemple de Gérard Bertrand, qui incarne évidemment parfaitement la marque Gérard Bertrand et l'ensemble des produits qui sont élaborés par la société. Mais l'incarnation, ça peut aussi passer par des objets ou par des lieux qui symbolisent une histoire, des valeurs, qui alimentent la mythologie de la marque. La bouteille, c'est le premier objet qu'on va reconnaître, qui incarne la marque. Quand on regarde les bouteilles, quelles qu'elles soient, je pense particulièrement aux bouteilles qui sont élaborées en Provence, qui pour certaines sont extrêmement reconnaissables, que l'on cite Lampe de Méduse de Château Sainte-Roseline, ou bien Château Miraval, ou bien Figuière. C'est des marques de vin qui ont une bouteille reconnaissable, qui font qu'on est dans l'incarnation même de la marque, même si là, pour le coup, ça n'est pas incarné par une personne vivante. Et de manière un peu plus concrète, comment les marques peuvent-elles s'emparer de ces concepts ? D'abord, en développant de nouveaux imaginaires, les nouvelles générations, elles sont plus ouvertes à des régions confidentielles, à des expérimentations en dehors des appellations, à une autre gastronomie. Je prends l'exemple de Château Cos d'Estournel, donc un vin du Médoc, qui a fait le choix de s'adresser aussi à des consommateurs qui vont pas forcément choisir de consommer de la viande, donc qui a fait tout un choix d'association mets et vins avec de la haute gastronomie et de la cuisine végétale, en faisant appel à des chefs étoilés qui, au travers de vidéos, racontent comment ils font cette association entre un vin rouge, un vin de Bordeaux, qui a priori, dans l'imaginaire collectif, est plutôt associable à de la viande rouge, et bien non, qui là, pour le coup, va être associé à de la cuisine végétale. Donc, savoir créer de nouveaux imaginaires, c'est important pour le consommateur final, et le monde du vin a ça à portée de main. C'est aussi rendre le savoir-faire plus tangible, la capacité que vont avoir des marques à démontrer leur engagement envers la qualité en affichant leur savoir-faire avec plus de transparence. Ça peut être fait tout simplement sur la contre-étiquette ou sur l'étiquette, en racontant beaucoup de choses, en donnant beaucoup d'informations. Et puis ça peut se faire aussi au travers de certifications. Je pense à ces entreprises du monde du vin qui ont fait le choix d'être certifiées Bicorp, qui pour le coup est une certification qui demande à ce qu'on soit extrêmement transparent dans sa communication. Autre manière de faire, capter les consommateurs avec l'engagement. Il y a certaines marques, et en particulier des marques collectives, qui vont développer des nouveaux récits
en invoquant une territorialité, un engagement vis-à-vis de leur territoire et puis une éco-responsabilité. Je pense à des marques comme les vins Gabriel & Co, qui sont regroupés en association il y a un certain nombre d'années déjà et qui sont vraiment un collectif très engagé pour élaborer des vins éthiques et qui font vraiment tout et qui communiquent autour du fait qu'ils placent l'homme et la nature au cœur de leurs priorités. Donc il y a vraiment cet engagement-là qui est communiqué et qui parle à un certain nombre de consommateurs qui se reconnaissent dans ces valeurs-là. Et puis autre exemple, les 130 qui sont des vins qui ont été créés par des vignerons dans les Hauts-de-France qui se décrivent comme étant les ch'tis vignerons jardiniers de France, avec de la vision, de l'ambition, mais aussi de l'éthique, qui mettent en avant et en valeur les valeurs du Nord, l'esprit pionnier, l'esprit visionnaire, cette passion de la terre et du végétal, avec beaucoup de sincérité, parce qu'ils sont originaires d'une région qui n'est pas habituelle pour l'élaboration du vin. Autre manière très concrète de s'adapter à tout ça, tout simplement d'adapter ses packaging aux nouveaux usages en élargissant l'offre, plus uniquement être dans la bouteille de 75 centilitres. On a dit, on est beaucoup moins dans une consommation de vin à table avec un repas qui permet de finir la bouteille, donc peut-être proposer des plus petits formats, ou bien à l'inverse, des plus grands formats pour être dans une consommation beaucoup plus conviviale. Ça existe aussi. Le vin en magnum est évidemment un vin qui développe dans ce format encore plus ses qualités gustatives. Et puis ça ajoute une dimension festive à la consommation. Et puis en éduquant au vin, certes, mais pas uniquement au vin du point de vue sensoriel, mais aussi intellectuel et culturel. On a des nouvelles générations qui bénéficient moins de la transmission générationnelle sur le vin. Donc les marques, elles doivent aussi assurer ce relais du savoir, aider à décrypter le produit qui est parfois perçu encore aujourd'hui comme complexe. Et ces marques, elles peuvent aussi répondre aux besoins des consommateurs en œuvrant à resserrer les liens. Dans ce monde où, je disais tout à l'heure, l'isolement des individus est quand même une réalité. Le consommateur, il attend donc des moments qui rassemblent au-delà des différences. Donc, charge à la marque de l'accueillir au domaine, de lui montrer que on est dans une forme de convivialité. Le monde du vin, c'est quand même beaucoup rassembler et aider les gens à se parler et à être ensemble et heureux d'être ensemble. Pour conclure, Marie, est-ce que tu pourrais dire que le marketing peut sauver le vin ? Oui, c'est une condition nécessaire, mais c'est pas une condition suffisante. Le marketing peut sauver le vin d'abord s'il répond aux attentes des consommateurs, donc s'il a bien analysé et compris ces attentes. Il peut sauver le vin également s'il est au service de la désirabilité de la marque et puis s'il est capable de créer des interactions avec des activations que la marque va générer pour entrer en contact avec sa cible. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le marketing vend pas seulement du vin. Le marketing, ça vend une culture, une expérience, une émotion. Et le besoin, il n'est pas tant de faire la promotion de la catégorie vin que de créer des marques qui soient les plus désirables possibles aux yeux du grand public. Si on se projette dans un futur proche, ce qui est certain, c'est que, d'une part, une éventuelle reprise de la consommation, voire une inversion des courbes, si toutefois elle devait se produire, c'est pas pour tout de suite. D'autre part, le consommateur, il va pas devenir moins exigeant ou moins attentif à ce qu'il consomme. Et puis, le rapport entre le consommateur et les marques qu'il achète ou qu'il consomme, que ce soit un rapport éphémère ou fidèle, il va pas perdre en exigence, il ne va pas perdre en désir d'expérience, il va pas perdre en attente quant à la capacité des marques à offrir plus que seulement un produit de qualité. Donc indéniablement, le marketing peut contribuer à sauver le vin par la désirabilité de la marque, par la reconnaissance et par la mémorisation, par la capacité à identifier les cibles et à les adresser, et puis par sa capacité à comprendre les attentes des consommateurs et à permettre aux marques de se projeter. À mes yeux, le marketing du vin, ça ne doit pas être forcément une solution miracle pour faire consommer plus, mais davantage pour créer une préférence de marque et faire consommer mieux, en créant des marques fortes, sur des produits de qualité et en le faisant savoir. Et puis j'ouvrirai en conclusion sur une invitation à une réflexion, c'est le fait que pour rendre le vin encore plus désirable, il ne faut pas oublier de considérer des nouveaux canaux d'influence et de poursuivre une sorte d'écriture du récit collectif. Quand on pose la question aux Français de savoir qui parle de la France aujourd'hui, ce sont plus les politiques qui parlent de la France, ce sont les écrivains et les nouveaux écrivains. Pour les jeunes générations, c'est les scénaristes de séries, ce sont ceux qui écrivent le récit collectif de demain. À quand une série sur le vin un peu à la manière de Formula One, qui a remis la Formule 1 sur le devant de la scène, une série sur le vin qui donne envie, qui montre que le vin a un certain nombre de codes et d'attributs qui sont extrêmement attractifs, qui sont dans la convivialité. C'est vraiment un produit qui peut être désirable. Ainsi, dans un contexte instable, le marketing ne peut pas tout, mais il peut aider le monde du vin à redevenir un objet de désir. Il importe particulièrement de créer des marques désirables, en pensant proposition de valeur plutôt que catégorie globale. On ne parlerait plus alors de catégorie vin, mais de marques différenciées, ayant chacune leur valeur, leur packaging, leur storytelling, mais aussi leurs lieux, leurs expériences. C'est chacune à leur manière, mais ensemble, que les marques de vin parviendront à réécrire un récit collectif.
So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.